Alors, enregistrement, je pense que c'est démarré. Ok, bonjour à tous. Alors, j'accepte le dernier. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Marc Joubert de l'ICMPE à Thiers. Bienvenue à ce webinaire qui est organisé par Aftermath, donc l'Association française de thermodynamique des matériaux. C'est aujourd'hui le 23e séminaire. Il y a déjà un nombre conséquent de séminaires qui ont déjà été donnés. Pour rappel, donc ces webinaires sont donnés gratuitement, sont tous enregistrés et ensuite mis à disposition sur la chaîne YouTube de l'association. Et vous pouvez donc les voir ou les revoir à tout moment. On rappelle aussi que l'adhésion à l'association est gratuite pour les doctorants et coûte seulement 25 euros pour les autres. Donc on incite tout le monde à adhérer à l'association qui permet d'intégrer la mailing list, donc de recevoir les informations sur les webinaires, les actions de formation et puis toutes les autres informations qui sont diffusées sur la liste, donc qui concernent toute la vie de la thermo en France, hein. L'orateur de ce jour, donc c'est Guillaume Defresne du CIMAP à Grenoble qui va nous parler des applications du machine learning en thermodynamique des matériaux. Donc, séminaire qui fait suite au séminaire de Jean-Claude Crivello, qui avait eu lieu il y a quelques mois, où la thématique du machine learning avait déjà été abordée. Voilà, donc je vous rappelle qu'il faut couper les micros, qu'il y aura du temps pour les questions à la fin, que vous pouvez déjà anticiper vos questions en les posant dans le chat, ou sinon vous aurez la liberté de les poser à la fin du séminaire. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Donc, Guillaume, à toi. Eh ben, merci beaucoup Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. C'est en effet le deuxième webinaire de l'association sur la thématique de l'IA. Lors du premier webinaire de Jean-Claude, donc, il a fait une introduction générale de la problématique en sciences des matériaux et puis il a montré un grand nombre donc, de méthodes et d'études, ce qui va nous permettre ici d'être un petit peu plus hop, si j'arrive à défiler mes slides. Ouais, un petit peu plus ciblé. L'objectif principal ici, ça va être d'essayer de montrer quatre façons dont on va pouvoir tirer profit donc des algorithmes de machine learning tout au long de ce qu'on va appeler ici le cycle de vie des données thermodynamiques. Donc, si jamais on prend les choses de manière chronologique, quand on s'intéresse à un nouveau système chimique, au début, on ne va pas avoir de données thermodynamiques et ça va être assez intéressant de pouvoir produire des estimations. C'est une thématique qui n'est pas forcément nouvelle. On peut citer un certain nombre de modèles empiriques qui vont essayer de prédire différentes données thermodynamiques. Et donc, le machine learning est parfaitement adapté ici à cette tâche d'essayer d'analyser tout un tas de corrélations. Alors, ensuite, quand on va commencer à explorer le système, on va vouloir explorer ce système de manière efficace avec peu d'expérience. Ça va donc nous demander d'être en mesure d'identifier les fameuses expériences clés qui vont être les expériences les plus informatives. Et il existe donc toute une branche du machine learning pour traiter cette question et pour identifier ces expériences clés qui va être l'active learning. Alors, une fois qu'on a réussi à collecter des données, on va vouloir les mettre en valeur, les utiliser pour faire des modélisations thermodynamiques, typiquement par la méthode CalFAD. Et donc, un développement ça va être d'utiliser donc des approches bayésiennes pour quantifier l'incertitude qui va être associée à ces modélisations. Et puis, la dernière étape, enfin, ça va être d'utiliser ces modèles thermodynamiques pour faire, par exemple, de la conception numérique. Et si jamais on commence à faire varier la température et puis la composition et les différents paramètres procédés, on va rapidement donc se retrouver avec un espace qui va être beaucoup trop vaste pour qu'on puisse l'explorer en un temps raisonnable par des calculs thermodynamiques. Et donc, une manière de résoudre ces problèmes, ça va être de développer donc des métamodèles machine learning qui vont reproduire les calculs thermodynamiques à moindre coût. Alors, c'est donc pas du tout, ça va pas être une présentation voilà, exhaustive de toutes les applications qu'on pourrait imaginer donc en thermodynamique. Et puis pour chacun de ces exemples, on va simplement se concentrer donc à chaque fois sur une étude, ce qui va nous permettre
donc d'en parler un petit peu plus en détail, et ce qui va aussi nous permettre de répondre à un deuxième objectif de ce webinaire, qui va être d'essayer de montrer un petit peu en pratique les différentes grandes étapes, on va dire, de la construction d'un modèle machine learning. Alors, si on commence sur notre première thématique, celle de produire des estimations, eh bien, l'idée générale, c'est que si on s'intéresse au diagramme de phase le long du tableau périodique, donc parfois on va voir apparaître des tendances, c'est des choses qui sont typiquement très marquées le long de la série des terres rares, et vous avez ici donc des exemples avec des diagrammes de phase magnésium terres rares qui sont très similaires les uns avec les autres. Et puis donc ces tendances, on va aussi les retrouver parfois le long des groupes, et c'est ce qui est illustré ici donc, avec des diagrammes entre le titane et des éléments du groupe 5. Et donc l'objectif ici, ça va être d'utiliser, on va dire, la puissance de calcul du machine learning qui va être capable d'établir des corrélations à partir d'un grand nombre de données et aussi dans un grand espace de dimensions. On va pouvoir faire ça donc à plus que nos 2 dimensions du tableau périodique. Alors, on peut imaginer, estimer tout un tas d'équilibres entre phases ou de propriétés thermodynamiques. Je vais mentionner vraiment très brièvement des travaux sur la prédiction de points de fusion parce que je pense que c'est un modèle qui peut être vraiment très utile. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez revenir à cette slide sur la vidéo. Mais donc, aujourd'hui, je vous propose plutôt de nous concentrer sur la prédiction de l'enthalpie de mélange dans la phase liquide. Alors, pourquoi est-ce que cette grandeur thermodynamique est importante? Eh bien, parce que ça va être en quelque sorte une mesure des interactions positives ou enfin, attractives ou répulsives entre les éléments en solution, ce qui fait que ça a été un petit peu montré, ce qui a été montré un petit peu indirectement par Miedema, c'est qu'on va avoir un lien, une corrélation assez forte entre cette enthalpie de mélange et puis les diagrammes de phase qu'on va obtenir. Donc typiquement, quand l'enthalpie de mélange est endothermique, eh bien, on va retrouver des diagrammes de phase sans composés, sans solubilité à l'état solide et puis avec des lacunes de miscibilité. Et quand cette enthalpie de mélange va être très exothermique, eh bien là, on va retrouver un ou plusieurs composés des eutectiques solides. Une autre raison pour laquelle cette enthalpie de mélange est importante, c'est que ça va être une donnée qui va être souvent assez clé pour contraindre les modèles CALPHAD. Alors, c'est quelque chose qui est illustré ici avec le système aluminium-carbone. Vous avez donc 2 diagrammes de phase modélisés ici en bleu et en orange qui sont vraiment très similaires. C'est un diagramme assez simple. On va retrouver un composé défini qui est Al4C3 et qui donc se décompose de manière péritectique. Et il n'existe aucune donnée thermodynamique dans le liquide. Et l'enthalpie de formation de la phase L4C3 est très débattue, ce qui fait qu'entre ces 2 modèles, on a fait un choix assez différent sur la valeur de cette enthalpie de formation, et ça va avoir une conséquence importante sur la description thermodynamique du liquide qui n'est pas contrainte, c'est qui fait que dans un cas, on se retrouve donc avec un liquide avec des interactions répulsives, alors que dans l'autre, on a une enthalpie de mélange négative. Donc voilà, malgré l'intérêt de cette enthalpie de mélange, eh bien, il n'existe pas d'informations expérimentales sur cette propriété dans 4 systèmes binaires sur 5, d'où l'intérêt d'essayer de développer des modèles les plus précis possibles pour l'estimer. Alors, je vous propose donc maintenant de nous intéresser justement au développement d'un modèle machine learning pour prédire cette propriété et puis d'essayer de prendre un petit peu le temps, sans trop rentrer dans les détails, de s'arrêter sur toutes les grandes étapes de la construction de ce modèle. Alors, la première étape, ça va être de bien définir notre objectif. Et ici, notre objectif, ça va être de prédire l'enthalpie de mélange dans des liquides binaires. Donc, c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu réducteur, mais c'est en fait un petit peu le nerf de la guerre parce qu'une fois qu'on arrive à prédire cette enthalpie de mélange dans les binaires, on va être en mesure, avec des modèles géométriques comme le modèle de Buggianu, de l'extrapoler dans les liquides multiconstitués. Et si on s'intéresse aux performances de ce modèle de Buggianu, c'est la figure de droite. C'est des performances qui ont été évaluées sur des données d'enthalpie de mélange qui ont été obtenues donc, dans 52 liquides métalliques ternaires quasi équimolaires. Et donc, ce genre de figure, on va la retrouver beaucoup dans les études de machine learning et dans cette présentation. On va retrouver donc en axe des abscisses la propriété observée, en axe des ordonnées les prédictions du modèle, et l'objectif, c'est que toutes les données collent à cette diagonale de parfait accord qui signifie que notre modèle reproduit parfaitement les données expérimentales. Et donc ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on se situe assez systématiquement en dessous de cette droite, ce qui veut dire que le modèle de Muggianu a une tendance assez systématique à donner des enthalpies de mélange qui sont
trop négative quand ils extrapolent des binaires vers les ternaires. Mais ça reste donc une prédiction assez raisonnable avec une erreur moyenne qui va être de l'ordre de 10%. Et c'est pour ça qu'on va se concentrer ici donc sur la prédiction dans les liquides binaires. Alors, le fait de ne traiter que les combinaisons binaires, ça va nous permettre d'être un petit peu plus ambitieux sur le domaine d'application de notre modèle. On va essayer de viser une bonne partie de la table périodique, 70 éléments avec peut-être les grands absents qui vont être les éléments qui sont gazeux à température ambiante, l'hydrogène, l'azote et puis l'oxygène. Et donc maintenant, il existe déjà un modèle pour prédire cette enthalpie de mélange dans le liquide. Ça va être un modèle semi-empirique, qui est le modèle de Miedema. C'est un modèle qui a été développé dans les années 80. Et l'idée, ça va être de considérer que les atomes vont être des cellules atomiques. Et on va être en mesure d'estimer donc des enthalpies de mélange ou de formation en estimant l'aire de l'interface entre les cellules des éléments A et des éléments B, et puis l'énergie de cette interface qu'on va obtenir à partir principalement de deux termes. Un premier terme qui va être négatif, qui va correspondre à la différence d'électronégativité entre les éléments et donc au partage de charges électroniques. Et puis un autre terme qui va être positif et qui est lié au fait que il faut que la densité électronique soit continue à la frontière entre ces deux éléments, ce qui va demander donc à certains électrons de prendre des niveaux d'énergie plus élevés. Alors, ce modèle de Miedema, il avait jusqu'ici jamais été évalué de manière très systématique. On sait qu'il peut être assez approximatif. C'est quelque chose qui est montré ici, donc par exemple dans le système molybdène-silicium, où on voit en jaune les données expérimentales. Pour guider l'œil, on a une évaluation CALFAD en noir, et puis donc les prédictions du modèle de Miedema en orange. Mais même si ce modèle est très approximatif, eh bien, ça reste un très bon point de départ pour notre étude parce que ça va être souvent plus simple d'essayer de corriger par machine learning un modèle approximatif que de prédire de zéro une propriété. Et c'est pour ça que l'objectif réel de notre modèle, ça va pas être de prédire directement l'enthalpie de mélange, mais ça va en fait être de corriger le modèle de Miedema. Alors, dans la suite de la présentation, on montrera tout le temps les résultats en termes d'enthalpie de mélange. Ceci dit, parce que c'est plus parlant, mais on peut passer de l'un à l'autre très rapidement. Alors maintenant qu'on a bien défini notre objectif, on va pouvoir commencer la collecte des données. Dans beaucoup d'études de machine learning, ça peut représenter donc une part assez conséquente du travail. Et donc ici, on est venu passer en revue à peu près 1 millier d'évaluations CALFAD et puis on a accepté les calculs issus de la modélisation uniquement dans les domaines où cette modélisation est bien contrainte par des données expérimentales. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris directement les données expérimentales brutes? La raison principale, c'est une question en fait c'est une question de compromis, on va dire, entre le temps déjà assez important qu'on a passé à construire notre jeu de données et puis la qualité du jeu de données, parce que ces évaluations CALFAD sont censées provenir d'une revue qui doit être assez exhaustive et critique des données de la littérature, ce qui est quelque chose qu'on n'a absolument pas le temps de faire nous-mêmes dans 1000 systèmes binaires. Et puis également un autre avantage, c'est que cette enthalpie de mélange dans le liquide va être contrainte par des mesures directes dans le modèle, mais aussi par des mesures indirectes, et en particulier les données thermodynamiques qu'on connaît des solides qui vont se propager vers le liquide via les équilibres entre phases. Donc, en procédant ainsi, on a réussi à collecter des données qu'on a jugées fiables dans 375 systèmes binaires. Alors, vous avez sur cette table périodique une représentation de la quantité de données qu'on a pu collecter pour chacun des éléments. La taille du cercle. Guillaume, je ne t'entends plus. Moi, bonjour, je n'entends pas. Hmm. Guillaume, on t'a perdu. On a perdu le son.
Allô, Guillaume? Là. Ah, est-ce que vous m'entendez maintenant? Je ne Ouais. sais pas depuis combien de temps le microphone était éteint. Une Alors, depuis, minute. oui, OK. depuis Eh bien, le pour début repartir rapidement alors sur cette de slide, excusez-moi pour ce petit problème technique. mon- Je vais essayer de faire attention. Donc, ce que représente cette table périodique que vous voyez, ça va être la quantité de données qu'on a réussi à collecter pour chacun de nos éléments. Donc la taille du cercle, ça correspond à la proportion parmi toutes les combinaisons binaires entre cet élément et les 65 autres, la proportion qu'on a réussi donc à collecter et à inclure dans notre jeu de données. Et donc ce qu'on note à travers cette figure, c'est que globalement on a beaucoup de données sur l'enthalpie de mélange pour les éléments principaux des alliages, donc le cuivre, l'aluminium ou le fer. Et puis, à l'inverse, donc, on a très peu de données partout là où les expériences sont très difficiles, voire impossibles. Donc, ça va être typiquement le cas des matériaux réfractaires, et puis ça va être aussi le cas de tous les éléments qui vont avoir une forte affinité avec l'oxygène ou alors être assez volatiles, et ça va être typiquement donc le cas des terres rares. Alors maintenant qu'on a collecté nos données, la prochaine étape, ça va être d'optimiser notre modèle, ce qui va correspondre déjà à choisir un algorithme, à ajuster ce qu'on appelle ces hyperparamètres et puis également à sélectionner nos descripteurs, nos features qui vont être les variables d'entrée de ce modèle. Et donc à ce niveau-là, on va devoir partager, splitter notre jeu de données en 3 sous-jeux de données. Donc ici, on va avoir 375 systèmes binaires qui vont former 375 groupes de données qu'on va répartir donc aléatoirement entre un jeu d'entraînement, un jeu de validation, et c'est ces 2 premiers jeux qui vont nous servir à optimiser notre modèle, et puis un jeu de test qu'on va mettre de côté pour l'instant. Alors, au niveau du choix de l'algorithme, ici, on va partir sur un algorithme qui s'appelle LightGBM, qui est un algorithme de gradient boosting, dont on va essayer d'expliquer assez brièvement le principe. L'idée, ça va être de partir d'une approximation très grossière et puis de la corriger petit à petit par une somme de petits modèles. Donc cette approximation initiale, eh bien, ça va tout simplement être de regarder l'erreur moyenne du modèle de Miedema sur toutes nos données et puis d'appliquer cette correction à toutes nos données de manière indiscriminée. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir commencer donc à essayer d'ajuster, de corriger un petit peu cette estimation grossière au cas par cas. Et pour ça, on va se baser sur un arbre décisionnel où on va donc poser un certain nombre de questions binaires qui va nous permettre de former des groupes de données auxquels on va pouvoir appliquer donc une correction un petit peu plus personnalisée. Et on ne veut pas que le modèle soit corrigé trop brusquement. Et c'est pour ça qu'on va appliquer ce qu'on appelle le learning rate, un facteur d'atténuation à ces modèles correctifs arbres décisionnels. Et donc, on arrive à une deuxième version de notre modèle qu'on va de nouveau corriger par un nouvel arbre décisionnel et ainsi de suite. Alors, on voit qu'on va avoir différents degrés de liberté dans notre modèle qui s'appellent les hyperparamètres et qui vont être typiquement donc la profondeur des arbres, le nombre de questions qu'on pose, le facteur d'atténuation qu'on applique. Et donc, de manière générale, ces hyperparamètres, l'objectif, ça va être de les ajuster de manière à avoir un modèle ni trop simple, qui n'arrive pas à reproduire les données, ni trop complexe, qui fait de l'overfitting. Donc, pour vous donner une illustration qui va être à peu près parlante, je pense, pour tout le monde, de l'ajustement de ces hyperparamètres, on va faire une aparté et on va considérer donc un modèle qui va être un modèle polynomial dont l'hyperparamètre est le degré. Et on va considérer donc un modèle de degré 1, de degré 2 et de degré 10. Et on va créer donc ce jeu de données synthétique. Et on va se servir de nos données d'entraînement pour ajuster les coefficients de notre polynôme. Et on va se servir de nos données de validation en orange pour calculer l'erreur pour chacun des hyperparamètres. Et on va choisir donc les hyperparamètres qui nous donnent l'erreur la plus faible. Donc ici, le polynôme de degré 2. Alors, une dernière étape, je les présente ici pas forcément dans l'ordre chronologique, mais donc la sélection des descripteurs, la sélection des variables d'entrée de notre modèle. Ce qui serait le plus direct, ça serait de partir en fait tout simplement de la composition de chacun des éléments et d'essayer de faire des prédictions en se basant là-dessus. Mais ce n'est pas forcément le plus pertinent dans ce cas particulier pour 2 raisons. La première, c'est que
ça voudrait dire que le modèle serait limité, il pourrait être appliqué que aux éléments qui sont présents en quantité importante dans le jeu de données. Et puis la deuxième, c'est qu'en fait, c'est pas forcément la manière la plus intuitive d'établir des corrélations, parce que d'habitude, on va plutôt se baser sur la position des éléments dans le tableau périodique, ou alors sur, par exemple, leur différence d'électronégativité. Et c'est exactement ce qu'on va donner ici au modèle. On va partir donc de 29 propriétés des éléments purs. Et à partir de chacune de ces propriétés, on va pouvoir obtenir 2 descripteurs en les pondérant par la composition et en calculant donc leur moyenne pondérée par la composition et leur écart moyen pondéré par la composition. Donc on se retrouve avec 58 descripteurs et on va vouloir ici trier un peu, faire un peu de tri là-dedans. Maintenant, choisir les descripteurs parmi ces 58 qui sont les plus intéressants. Et donc pour ça, il va exister un grand nombre de méthodes. On va ici en présenter brièvement qu'une seule, qui est celle qu'on a appliquée dans cette étude, où on va entraîner notre modèle avec tous nos descripteurs. Et puis, on va regarder son erreur sur notre donnée de validation. Donc, c'est le point que vous voyez ici, 58 descripteurs et l'erreur sur le jeu de validation. Et quelque chose qui est assez intéressant avec le fameux modèle LightGBM qu'on utilise, c'est qu'on va être en mesure de calculer très simplement le poids, l'importance qu'a pesé chacun des descripteurs dans la prédiction finale. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que le descripteur qui était le plus important pour ce modèle initial, eh bien, c'est la différence de la capacité thermique des éléments à l'état liquide. Et le descripteur le moins important, eh bien, ici, c'était l'entropie des éléments à 300 Kelvin, la moyenne de ces entropies. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement éliminer le descripteur le moins important et on va répéter les étapes jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus assez de descripteurs pour entraîner notre modèle. Et donc, on obtient cette courbe avec le nombre de descripteurs en fonction de l'erreur, où on voit que quand on n'a pas assez de descripteurs, pas assez d'informations, l'erreur est élevée parce qu'on n'arrive pas à reproduire nos données. Et puis ensuite, on commence à obtenir un petit peu, un peu plus un sorte de plateau. Et donc, dans ce cas précis, on a tout simplement choisi le jeu de descripteurs qui contient 30 features et qui nous a donné l'erreur la plus basse sur le jeu de validation. Alors maintenant qu'on a notre modèle optimisé, la prochaine étape, ça va être d'évaluer ses performances. Et pour évaluer ses performances de manière non biaisée, il va falloir qu'on le fasse sur des données qui n'ont jamais influencé le modèle, donc ni pour l'entraîner et ajuster ses paramètres, ni pour choisir, ni pour valider les différents choix qu'on a fait lors de l'optimisation. Et donc, c'est le fameux jeu de tests qu'on avait mis de côté. Ici, on va prendre l'exemple, donc par exemple, du système platine éteint, où on a les données de tests en gris, les prédictions du modèle de Miedema en orange, et puis celles de notre modèle en conditions de test sans qu'il n'ait rien vu donc, dans ce système en bleu. Et donc, on va comparer sur les figures de gauche et de droite la précision du modèle de Miedema et celle de notre modèle LightGBM, avec donc les fameux abscisses qui sont les données observées et ordonnées qui sont les données prédites. Et ici, pour des questions donc, de lisibilité, on va simplement représenter sur ces figures la valeur, pour chacun des systèmes binaires, on va représenter la valeur extrême de l'enthalpie de mélange dans le système, donc un point par système. Et l'objectif ici, c'était d'évaluer les performances du modèle sur l'ensemble de notre jeu de données. Et pour faire ça, on va simplement répéter les procédures, les étapes que dont je vous ai parlé jusqu'ici. On va faire donc plusieurs jeux de tests d'entraînement et de validation, de telle sorte à ce que, après avoir fait plusieurs répétitions, eh bien, tous les systèmes binaires auront servi exactement une fois à tester notre modèle. Et on obtient donc les résultats maintenant sur ces figures. Alors, si on s'intéresse au modèle de Miedema, on voit qu'on est souvent au-dessus de cette diagonale de parfait accord, ce qui veut dire donc que le modèle a une tendance à donner des prédictions d'enthalpie de mélange qui ne sont pas assez exothermiques. Et puis, si on regarde maintenant côté du modèle de machine learning, on est maintenant bien centré sur cette diagonale et puis on est également donc plus resserré autour de cette diagonale. Et le modèle donc performe de manière générale mieux, puisque si on regarde l'erreur absolue moyenne en pourcentage de chacun des deux modèles, eh bien on passe de 31% avec le modèle de Miedema à 18% donc, sur l'ensemble de nos jeux de données avec notre modèle machine learning. Alors maintenant qu'on a un modèle machine learning dont on a pu évaluer les performances, eh bien, on va pouvoir en connaissance de cause l'appliquer. Et ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu donc prédire l'enthalpie de mélange dans 2415 liquides binaires entre 70 éléments. Et vous allez voir les résultats donc sur cette figure où on va avoir un sorte de tableau à double entrée où les éléments donc sont triés par groupe croissant
et au sein d'un groupe par période croissante. Et donc, chaque carré sur ce tableau correspond à un système binaire. Donc, par exemple, celui-ci, c'est le système lithium-tellure. Et la couleur de ce carré va correspondre à la valeur extrême prédite de l'enthalpie de mélange. Donc, quand c'est rouge, c'est très exothermique, enfin orange plutôt, c'est exothermique, et quand c'est bleu, on a des interactions très répulsives. Donc, ce qu'on peut voir sur cette figure, tout d'abord, c'est que le long de la diagonale, donc dans les liquides entre deux éléments du même groupe, de manière générale, l'enthalpie de mélange est relativement faible, ce qui est quelque chose qui peut être assez intuitif parce que c'est souvent des éléments qui qui sont assez similaires. Et puis ensuite, on peut remarquer que donc, les systèmes où l'enthalpie de mélange est la plus exothermique, ça va être ceux qui se situent donc, dans ce coin entre les éléments du groupe 10 à 16 et les éléments du groupe 1 à 5. Et ça encore, ça peut un petit peu se comprendre si jamais on considère la différence d'électronégativité entre ces éléments. Et puis maintenant, les éléments pour lesquels on va voir les enthalpies de mélange les plus positives, les interactions les plus répulsives, ça va être typiquement les systèmes entre des alcalins, voire des alcalinotéreux, et des métaux réfractaires, des groupes 4 à 7. Alors, une perspective maintenant pour améliorer les performances de notre modèle, eh bien, ça va être d'améliorer notre jeu de données et notamment de le compléter. Donc, dans cette figure, vous avez un petit peu une visualisation donc, de notre jeu de données et on voit qu'on a des grands trous où on n'a aucune donnée. Et donc ici, ça mène la question de savoir si jamais on souhaite faire de nouvelles expériences et compléter ce jeu de données, quelles sont les expériences les plus pertinentes pour améliorer notre modèle. Et c'est donc typiquement une question à laquelle on va répondre à l'aide de l'active learning. Et on arrive donc à la deuxième partie de cette présentation, donc sur l'utilisation de l'IA pour guider l'acquisition de données. Et donc la problématique qu'on va suivre ici, ça va être celle de la détermination des fameuses expériences clés pour établir un diagramme. Donc établir un diagramme de phase le plus efficacement possible. Et ce qu'on entend ici par établir un diagramme de phase, ça va vouloir dire déterminer donc tous les domaines d'équilibre entre phases, et puis également donc bien déterminer la limite entre les différents domaines. Alors, cette détermination, elle peut demander des efforts qui peuvent être assez considérables. J'étais assez impressionné par cet exemple du système nickel, titane, silicium. Pardon. Donc, vous pouvez voir 4 sections isothermes sur la gauche de 750 à 1100 degrés. Et chaque point sur ces sections correspond à un échantillon qu'on est venu synthétiser au four à arc, qu'on est venu traiter thermiquement pendant 1 mois ou plus, et puis ensuite qu'on est venu tremper et caractérisé par diffraction des rayons X et par microscopie électronique. Donc, c'est un travail assez important. Et puis, on peut voir qu'on va avoir une première manière de déterminer ces diagrammes de phase qui va être une manière un petit peu brute force. Si on prend par exemple cette section à 750 degrés, on va quadriller le diagramme de phase de points, on va faire toutes nos expériences et puis on va regarder à la fin le résultat. C'est une manière qui va être efficace pour déterminer les diagrammes, mais pas forcément efficiente parce que sur cette figure, si on regarde les points bleus, ils vont correspondre à des expériences qui sont situées dans des domaines triphasés. Et typiquement, dans ces domaines triphasés, on a seulement besoin d'une expérience pour déterminer tout le triangle. Donc, ça veut dire que typiquement, ici, on a des dizaines d'expériences qui ont été faites, qui sont complètement redondantes et qui n'apportent pas vraiment de nouvelles informations. Alors, c'est pour ça que souvent, les auteurs vont plutôt essayer donc d'essayer de placer intelligemment leurs expériences dans le diagramme, de sorte à pas trop voilà, pas avoir trop d'expériences redondantes. C'est ce qu'on voit un petit peu plus, par exemple, sur cette section à 900 degrés. Et le placement, le choix de ces expériences et le choix de ces compositions, c'est pas du tout quelque chose de trivial ou d'intuitif parce que ça demande de prendre en compte toutes les informations qu'on a à l'heure actuelle sur le système et puis d'essayer de comprendre un petit peu en 3D parce qu'ici, on va voir l'effet de la température ou est-ce que c'est important de vérifier comment les choses évoluent. Et donc, on va parler ici d'un algorithme d'active learning qui a été développé par des collaborateurs, des collègues japonais, qui va justement avoir pour but donc, de guider la détermination d'équilibre entre phases. Alors cet algorithme, il va se dérouler en 4 étapes. Une initialisation où on va on va collecter les données déjà existantes et puis on va les étiqueter, on va leur donner une couleur selon les équilibres entre phases auxquels ils appartiennent. Et puis ensuite, on va se servir donc d'un modèle de machine learning pour propager ces étiquettes, ce qui va nous permettre en chaque point de notre diagramme de phase d'avoir une mesure donc de calculer la probabilité de chacun de ces domaines d'équilibre. Et ça nous permet d'une part d'estimer le diagramme de phase et d'autre part d'obtenir un score d'incertitude
qui va nous servir donc pour l'active learning, puisque le modèle va maintenant nous demander explicitement de collecter une ou plusieurs données aux endroits où il est le plus incertain. Et donc, on va réaliser ces expériences et répéter le processus, les étapes 2 à 4, jusqu'à être satisfait du résultat. Alors, une preuve de concept de ce modèle, elle a été apportée donc sur une expérience théorique numérique, on va dire, sur la détermination des domaines de cristallisation primaire dans le système MgO L2O3 SiO2. Donc, on voit que c'est un système qui est assez complexe. On va retrouver 10 domaines de cristallisation primaire avec des domaines assez petits au centre du diagramme de phase. Et donc, on va comparer une collecte de données par active learning et par une recherche aléatoire. Ou bien sûr, on connaît déjà le résultat ici, et donc on va faire des expériences numériques. À chaque fois, on va voir instantanément le résultat des expériences. Donc, dans les deux cas, on est parti des mêmes 9 données choisies initialement aléatoirement. Et puis, au bout d'une vingtaine, une petite vingtaine donc, de nouvelles expériences, on voit que notre stratégie d'Active Learning va nous demander de réaliser beaucoup d'expériences dans cette partie centrale, un petit peu riche en silicium et en silice, pardon, complexe du diagramme, ce qui va nous permettre assez rapidement, typiquement, de retrouver donc, ce petit domaine de cristallisation primaire de la tridimite. Et puis, si on continue très longtemps le processus, après une centaine d'expériences, on voit un petit peu la stratégie maintenant donc de ce modèle d'Active Learning qui va donc nous demander de faire des nouvelles expériences pour positionner les limites entre les domaines. Et puis, à l'inverse, donc côté recherche aléatoire, et si on n'a pas de chance, on va typiquement donc manquer des petits domaines ici de cristallisation primaire comme ce domaine bleu foncé. Et donc, pour comparer de manière quantitative la performance, on va dire, des deux manières de faire des expériences, eh bien, on va pouvoir se baser sur l'estimation maintenant des différents domaines d'équilibre par notre modèle de machine learning, et on va pouvoir s'intéresser à un indicateur qui va être le F1 score. Et en deux mots, quand ce F1 score est élevé, ça veut dire que non seulement les prédictions du modèle sont bonnes, mais ça veut aussi dire qu'il n'a pas oublié de couleurs, qu'il n'a pas oublié beaucoup de petits domaines d'équilibre. Et donc, on va pouvoir tracer ce F1 score pour les deux approches en fonction donc, du nombre d'expériences qui sont conduites. Et on voit que donc on atteint un F1 score de 95 après une centaine d'expériences avec notre stratégie d'Active Learning, et qu'il va falloir réaliser donc un petit peu plus de 5 fois plus d'expériences si jamais on s'y était pris de manière aléatoire. Alors, cet algorithme, il est implémenté donc dans un package Python et également dans une application web pour les personnes qui sont moins familières avec le code, où vous allez pouvoir rentrer vos données, obtenir des requêtes d'expérience de la part de l'algorithme, et puis également donc visualiser à chaque étape vos résultats. Alors, la plupart de ces approches d'Active Learning, elles vont souvent être basées sur une estimation par un modèle machine learning de son incertitude. Et le modèle va donc nous demander de collecter des nouvelles données là où il est le plus incertain. Et ça nous amène à la question un petit peu plus générale de comment quantifier les incertitudes, et en particulier de comment les quantifier dans les modélisations CALPHAD. C'est quelque chose qui va être assez intéressant parce que le modélisateur, la personne qui construit ces évaluations CALPHAD, il va principalement donc se baser sur des comparaisons visuelles entre son modèle et puis les différentes données expérimentales, les données diagrammatiques, mais donc aussi toutes les données thermodynamiques, ce qui fait qu'il va avoir une idée assez qualitative des erreurs, parce que ça va être pas du tout trivial de savoir comment les incertitudes sur les mesures d'équilibre entre phases vont se propager vers les incertitudes sur les propriétés thermodynamiques et inversement. Et donc, cette idée un petit peu qualitative des incertitudes, elle va être complètement perdue. Elle ne va jamais arriver à l'utilisateur, surtout si c'est un utilisateur de base de données commerciale, parce que lui, donc, il va simplement voir son diagramme de phase calculé. Et puis, c'est quelque chose qui peut même donc donner parfois des fausses idées aux utilisateurs des bases de données thermodynamiques qui ne sont pas forcément ni de la communauté des diagrammes de phase, ni de la communauté CALPHAD, parce qu'ils vont parfois peut-être avoir l'impression que si on est capable de calculer le diagramme de phase, c'est qu'il doit être bien connu, ce qui est pas forcément toujours le cas. Et donc, ça nous amène à la question de savoir comment essayer de quantifier et aussi de montrer ces incertitudes sur le modèle. C'est une problématique qui n'est pas non plus complètement récente. Les premiers travaux dans cette direction datent des années 90, mais c'est une problématique avec un regain d'attention assez important depuis une dizaine d'années
pour deux raisons. La première, ça va être donc l'évolution des moyens de calcul et des méthodes numériques pour quantifier ces incertitudes. Et puis, la deuxième raison, eh bien, ça va être l'essor des méthodes de conception numérique pour donc concevoir des matériaux avec des simulations numériques, des simulations qui vont souvent s'appuyer assez lourdement donc, sur les calculs thermodynamiques CALFAD. Et ça va être important d'avoir une mesure donc, de la fiabilité de ces calculs, parce que c'est ça qui va nous permettre d'orienter ensuite la décision quand on va choisir quel matériau on synthétise, vers des matériaux qui sont non seulement performants, mais aussi vers des solutions qui sont fiables. Alors, pour quantifier ces incertitudes, on va pouvoir s'appuyer donc sur le modèle de Bayes, qui est ni plus ni moins que l'expression mathématique du fait que nos nouvelles expériences modifient nos croyances. Donc, cette formule, elle va comporter trois ingrédients et on va les expliciter dans un cas un petit peu modèle, un cas simple, qui va être le cas où on essaye de modéliser l'enthalpie de mélange dans le liquide rhénium-vanadium. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi ce modèle, c'est parce que, a priori, d'après notre modèle machine learning, l'enthalpie de mélange dans ce système est très symétrique et elle peut très bien être reproduite avec un modèle thermodynamique très simple, qui est un modèle de solution régulière avec un unique paramètre A0. Donc, la première chose dont je vais avoir besoin, c'est d'attribuer donc mon prior, c'est-à-dire mes croyances initiales, mon avis sur les paramètres, sur les valeurs raisonnables que vont pouvoir prendre mon paramètre A0. Et donc, cet avis, personnellement, donc, je vais le baser sur le modèle machine learning, où, au vu des performances du modèle, je vais estimer que voilà, les prédictions sont juste à plus ou moins 30%. Et ça va me permettre donc d'obtenir cette distribution de probabilité avec une loi normale de mon paramètre A0 d'après ma croyance initiale. Donc maintenant, si on obtient une nouvelle donnée dans ce système, eh bien, il va falloir qu'on évalue la vraisemblance, la likelihood, qui va tout simplement correspondre donc à la probabilité d'obtenir différentes valeurs de notre paramètre A0 compte tenu donc de la donnée expérimentale et de son incertitude. Et donc maintenant, le jeu, ça va être d'utiliser donc ces deux premiers ingrédients pour arriver donc à notre distribution a posteriori, compte tenu de nos croyances initiales et des données qu'on a vues, des valeurs raisonnables que peuvent prendre ce paramètre à 0. Et pour ça, on va utiliser une méthode numérique qui s'appelle la méthode de Monte-Carlo par chaîne de Markov, où on va échantillonner de nombreuses valeurs dans notre distribution a priori du paramètre A0, et puis on va aléatoirement faire bouger ce paramètre, et on va avoir un critère de rejet, de sorte que si jamais il bouge de manière à ce qu'il reproduise mieux les données expérimentales, on va accepter le pas, et puis s'il s'en éloigne, on va avoir une chance d'accepter tout de même le pas, qui va dépendre d'à quel point on a empiré les choses. Et donc, en répétant plusieurs pas aléatoires, eh bien, on va être en mesure de déterminer numériquement notre distribution a posteriori de probabilité de notre paramètre de modèle. Alors, pour donner maintenant un cas un petit peu concret d'application de cette méthode, on peut s'intéresser au système cuivre-magnésium. On va principalement donc citer les travaux de Paulson et de ses collaborateurs. C'est un système relativement simple. On va avoir donc la phase FCC avec une solubilité de magnésium dans le cuivre. On va avoir notre phase HCP avec donc très peu de solubilité du cuivre. Et puis, on va avoir deux composés intermédiaires, la phase CuMg2 et puis une phase de la VES avec un petit domaine de solubilité. Et donc, on voit sur cette figure nos données d'équilibre entre phases. On en a notamment beaucoup dans le liquidus, mais elles sont un petit peu plus disputées. Elles sont un peu moins bon accord pour ce qui est du liquidus de la phase de la VES. Et donc, ce que je ne montre pas ici, c'est qu'on a aussi des données thermodynamiques sur l'enthalpie de formation des composés intermédiaires et de leur on-number, et puis sur l'enthalpie de mélange dans le liquide et dans les phases FCC et HCP. Et donc, les auteurs vont partir d'un modèle thermodynamique qui va avoir 15 paramètres, et pour chacun de ces paramètres, ils vont définir donc a priori ce qu'ils pensent être raisonnable comme distribution de probabilité. Et donc, on va appliquer notre fameuse méthode MCSMC, Monte-Carlo Markov Chain, où on va échantillonner aléatoirement 150 donc vecteurs de paramètres, vecteurs de 15 paramètres, à partir de leur distribution de probabilité a priori. Et puis, on va donc faire évoluer aléatoirement ces paramètre par paramètre le long de plusieurs itérations, donc les valeurs de ces paramètres. Et vous avez un peu un exemple ici avec le paramètre d'interaction d'ordre 0 entre le cuivre et le magnésium
dans la phase FCC, où on part donc de notre distribution a priori, et puis après quelques pas, eh bien, on va finalement converger vers quelque chose d'assez constant qui va nous permettre de reconstruire notre distribution a posteriori des valeurs. Et ce qui est très intéressant là-dedans pour propager maintenant les incertitudes du modèle vers les calculs thermodynamiques, c'est qu'au lieu de se retrouver avec une unique valeur, un unique set de paramètres, eh bien, on va en fait se retrouver avec un millier de sets de paramètres convergés qui sont tous relativement probables compte tenu des données qu'on a. Et donc, on va pouvoir en fait répéter les calculs, n'importe quel calcul. Hop, j'arrive plus à passer mon slide. Ok, alors excusez-moi, je suis bloqué là-dessus. Hop, 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 hop. Ok, on va cliquer sur les flashs. Donc, à partir de ces nombreux jeux de paramètres probables, on va pouvoir calculer donc de nombreuses fois, par exemple, le diagramme de phase et l'épaisseur maintenant donc des limites entre les équilibres entre phases, ça va correspondre à l'incertitude. Donc typiquement, on voit qu'elle est assez épaisse pour le liquidus de la phase de Laves, ce qui est cohérent avec le fait que les données expérimentales ici étaient un petit peu débattues. Et on peut répéter l'approche sur n'importe quelle grandeur qu'on peut obtenir par le calcul thermodynamique. Donc, si on s'intéresse par exemple à l'eutectique entre la phase FCC et la phase de Laves, eh bien, on peut avoir un intervalle de confiance en température et en composition. Et exactement de la même manière, on peut calculer donc des incertitudes sur les énergies de Gibbs des différentes phases à différentes températures. Alors, ces approches, elles sont notamment implémentées donc, dans un package qui s'appelle ESPEI, qui est développé par Brandon Bucklund et ses collaborateurs et qui va être couplé avec le logiciel de calcul PyCalFad. Et une limitation de ces méthodes, eh bien, ça va être un coût en temps de calcul assez important. Donc, pour cet exemple cuivre magnésium qu'on vient de voir, il a fallu 34 heures sur un supercalculateur pour obtenir, donc, pour réaliser cette quantification d'incertitude. Alors, ça reste quelque chose qui peut être du même ordre de grandeur que certains calculs ab initio, mais bien sûr, quand on va vouloir passer à des cas plus complexes avec plus de paramètres, eh bien, ce temps de calcul va augmenter très rapidement. Ce qui fait que, à ma connaissance, à l'heure actuelle, ces méthodes ont pratiquement été appliquées qu'à quelques cas binaires. Et cette problématique donc du coût de calcul important, eh bien, on va la retrouver dans la quatrième et dernière partie de cette présentation, qui va donc porter sur l'utilisation de modèles machine learning pour reproduire du calcul thermodynamique à moindre coût. Alors la problématique, ici, on va la retrouver donc dans la conception numérique des matériaux et la conception numérique des alliages en particulier. On va pouvoir avoir donc différents éléments d'addition. On peut en avoir 5, 10 ou plus. Et si on souhaite explorer l'espace des compositions en faisant varier chacun de la composition donc par pas de tous ces éléments d'addition, eh bien, on va très vite se retrouver avec un nombre de possibilités qui va être beaucoup trop important pour faire des recherches exhaustives par le calcul thermodynamique. Et donc, pour répondre à ce problème, je vais parler donc d'une étude qui est une étude de Velasquez et de ses collaborateurs qui s'intéressait donc par exemple à rechercher des domaines monophasés FCC dans des alliages concentrés complexes entre les 7 éléments que vous avez ici. Donc, initialement, les auteurs sont partis du calcul thermodynamique. Donc, ils ont accepté donc un pas de 5% atomique pour chacun de ces 7 éléments. Ils ont fixé une unique température et ça leur a donné donc à peu près 230 000 compositions possibles pour lesquelles ils ont fait donc des calculs d'équilibre avec la base de données de thermocalque TC-HEA. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est précisé par les auteurs, mais si ces calculs prennent à peu près une seconde, une estimation, je pense, assez raisonnable du temps de calcul ici devrait être à peu près 3 jours. Et donc, à partir de ces données, eh bien, ils ont entraîné un modèle, un métamodèle machine learning, un modèle de substitution qui vient prédire la fraction massique de différentes phases. Donc, vous pouvez voir les performances sur les données de test de ce modèle sur la figure en bas. On va avoir donc la fraction massique de la phase BCC qu'on va prédire, celle de la phase de Laves C14, celle de la phase FCC, de la phase sigma, et puis de toutes les autres phases qu'on va ranger sous le chapeau des intermétalliques. Et donc on voit que ce modèle marche bien, il arrive bien à reproduire nos calculs thermodynamiques, et on va donc maintenant pouvoir l'utiliser
pour explorer de manière beaucoup plus efficace cet espace de composition parce que ce modèle est estimé comme étant 436 fois plus rapide que notre calcul thermodynamique avec TC Python. Alors, je trouvais presque, je m'attendais presque à quelque chose de plus élevé. Je pense qu'on peut monter beaucoup plus haut selon les cas de figure, selon les modèles qu'on choisit et puis selon les objectifs. On peut monter à des facteurs d'accélération, je pense, beaucoup plus haut. Mais en tout cas, celui-ci va permettre aux auteurs ici de faire une recherche un peu brute force où ils vont prédire donc aléatoirement 1,3 million d'alliages, ce qui va leur prendre quelque chose que j'estimerais comme un temps de 50 minutes. Et donc, on va avoir une représentation en 2D de tous ces alliages explorés sur cette figure, où vous allez avoir donc sur les sommets les éléments purs. Et donc, les données coloriées que vous voyez ici, par exemple en jaune, ça va être tous les alliages pour lesquels la proportion de manganèse est supérieure à 50% massique. Et donc, plus on se rapproche du centre de cette figure, plus on se rapproche des alliages équimolaires entre cet élément. Et donc, tous les points rouges que vous avez sur cette figure, ça va être les diagrammes quasiment monophasés FCC que les auteurs cherchaient initialement. Alors, pour améliorer davantage, on va dire, l'efficacité de cette approche, au lieu de faire ce genre d'optimisation brute force, on pourrait utiliser donc des algorithmes d'optimisation. Par exemple, les algorithmes génétiques, c'est quelque chose qui a été présenté lors du webinaire de Jean-Claude. Mais la dernière chose que je voulais plutôt montrer ici, c'est que ce modèle de substitution, il va aussi pouvoir nous servir à interpréter un petit peu comment les choses se passent et à établir éventuellement des règles de conception empiriques. Ça a été démontré par les auteurs donc, qui ont calculé 200 000 alliages aléatoirement. Et ils sont venus placer ces alliages dans ce triangle où, à ces sommets, vous n'allez pas retrouver des éléments, mais vous allez donc retrouver la proportion massique des phases FCC, BCC et de toutes les autres. Et donc maintenant, chaque point va avoir une couleur qui va être liée à un des descripteurs importants du modèle, qui est, on en revient toujours, cette fameuse enthalpie de mélange dans le liquide, qui est ici estimée donc par les auteurs à l'aide du modèle de Miedema. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on va avoir des couleurs assez claires, notamment au niveau du côté FCC, et puis également un petit peu jusque au côté du diagramme, où on est très riche en phase BCC. Et une manière d'interpréter les choses, c'est que si jamais cette enthalpie de mélange est trop exothermique, trop négative, ça veut dire qu'il y a une forte affinité entre les deux éléments et il y a donc une forte chance qu'on obtienne qu'ils forment des phases intermétalliques. Et donc, si on souhaite avoir des domaines monophasés FCC, on a tout intérêt à partir d'alliages dont l'enthalpie de mélange dans le liquide n'est pas trop exothermique. Voilà, donc pour conclure, les modèles, les algorithmes de machine learning vont ouvrir un certain nombre de possibilités donc, tout au long de ce qu'on appelle ici le cycle de vie de ces données thermodynamiques, donc des estimations à l'acquisition de données en passant par leur mise en banque par la méthode CALPHAD et puis par leur utilisation pour la conception d'alliages. Et j'espère donc que c'est quelque chose que j'ai pu un petit peu illustrer en prenant ces 4 exemples ciblés. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce séminaire très pédagogique et très intéressant. J'ai vu rapidement, il n'y a pas de questions dans le chat, donc vous pouvez les poser en direct. Vous pouvez peut-être juste lever la main, ça aiderait. Sinon lancez-vous, hein. Alors, je vais commencer les questions, en attendant que les autres se décident. Bon, une question qui n'est pas forcément à voir avec ce que tu as présenté, mais est-ce qu'il y a un lien entre l'enthalpie de mélange dans le liquide et les enthalpies dans les phases solides? Est-ce qu'on retrouve les mêmes tendances? Et est-ce que ça peut être modélisé et pris en compte, etc.? Eh ben, c'est quelque chose qu'on va étudier, qu'on va commencer à étudier très bientôt. Donc, j'aurai une meilleure réponse à apporter plus tard. Mais si je me rappelle bien de ce que j'ai pu discuter sur ce sujet avec Jean-Claude, il me semble qu'il y a notamment une similarité entre la phase BCC, si je ne me trompe pas, et le liquide. C'est là où on a les similarités les plus fortes en Ok, termes d'enthalpie de mélange. ok. Alors, il y a une question de Mathieu Boideau. Oui, bonjour.
Merci beaucoup pour cette présentation. À un moment donné, quand tu as parlé de l'élimination des descripteurs en faisant donc la méthode de Recursive Feature Elimination, est-ce que ça, par exemple, c'est comparable ou plus efficace ou moins efficace que, par exemple, une sélection des descripteurs avec de la PCA ou des choses comme ça? C'est des choses que tu avais regardées? Enfin, à un moment donné, tu as dit qu'il y avait beaucoup d'algorithmes possibles Mhm. pour sélectionner les descripteurs. Est-ce que c'est des choses que tu as comparées? Alors non, c'est pas vraiment des choses que j'ai explorées. Un algorithme que j'avais exploré, il s'appelle Boruta et c'est censé être un algorithme qui ne base pas sur les données et qui élimine déjà les descripteurs qui apportent aucune information, mais ça n'avait pas donné de très bons résultats. Ce que je note, c'est que cette approche, en tout cas, est beaucoup plus rapide en termes de temps de calcul que les méthodes de sélection séquentielle où on va partir de l'autre côté et on va tester toutes les combinaisons, prendre la meilleure et donc aller de gauche à droite. Mais voilà, j'ai pas testé par rapport à. Je suis pas vraiment familier donc avec les méthodes basées typiquement sur la PCA. Merci. Merci. Jean-Claude. Oui, merci beaucoup, Guillaume. Super présentation. Moi, j'avais une question sur les estimations des enthalpies de mélange dans un liquide. Tu as utilisé donc un arbre de décision avec un gradient boost, mais je me demandais si aujourd'hui les méthodes comme les GNN ou trucs un peu plus fancy à la mode en ce moment pourraient être pas plus efficaces, que ça, c'est assez géométrique. Il faut faire des conditions, des hypothèses sur les volumes et sur les distances interatomiques, mais tu peux le faire si tu as des volumes molaires ou des choses comme ça. Je me demandais s'il y avait des travaux, en gros, de GNN pour faire ces estimations d'enthalpie de mélange qui existaient et si toi, ça t'intéressait de le faire. Eh ben, donc c'est définitivement quelque chose qui sera intéressant. J'ai en effet commencé à entendre pas mal ces derniers temps ces modèles. Je les connais pas du tout pour l'instant. J'ai jamais euh, expériencé ces modèles si on fait du mauvais français. Euh, Donc, définitivement, ce serait quelque chose à tester. Euh, je ne pense pas que c'est quelque chose qui a été fait ailleurs dans la littérature non plus. De manière Sur générale, des phases solides, si. Sur les phases solides, d'accord. il y a même des benchmarks en ligne, mais sur les phases liquides, je ne l'ai pas encore vu. Ouais, bah, je Alors serais qu'au intéressé contraire, alors pour voir sur les solides des ouais, références. bah, il y a un benchmark si j'ai le temps, je le mets dans le chat, ouais. Ok. Super. Ce que j'avais noté, en tout cas, si ça répond un petit peu aussi à la question, c'est qu'au final, on avait préféré cet algorithme. En fait, cet algorithme, l'IGBM, il nous donnait à peu près les mêmes performances que des réseaux de neurones. Et du coup, on avait préféré l'IGBM parce que c'était plus rapide, plus interprétable, c'était à peu près Bien sûr. équivalent. Mais Mhm. voilà, les graphes neural network, j'ai jamais testé pour l'instant. Ok. Merci, en tout cas, pour la présentation. Merci. Complément de la question, les enthalpies de mélange dans le liquide, elles sont toujours symétriques ou tu avais considéré des modèles plus complexes des fois ou... Alors, elles sont rarement symétriques. Si je me souviens bien, en moyenne, elles sont décalées, je crois, bien sûr, ça, dans les 375 systèmes qu'on a, en moyenne, elles sont décalées de 8%, il me semble. Et donc, ça peut être décalé, ça peut aller jusqu'à un tiers de l'élément et deux tiers de l'élément. Il me semble que ça va presque même de 20 à 80%, ce minimum. Et donc, typiquement, c'est malheureusement quelque chose pour lequel euh, j'espérais une amélioration parce que le modèle de Biedema modélise, donc donne des entapes de mélange qui sont assez systématiquement symétriques. Et maintenant, notre modèle de machine learning en donne des asymétriques, mais il se trompe parfois dans le sens de la symétrie, ce qui fait qu'en fait, au final, il est à peu près aussi performant que le modèle de Miedema pour prédire ça. Mais donc, il peut y avoir des fortes asymétries, et souvent, ça peut être parfois corrélé aux phases solides en dessous. Donc, tous les systèmes, on va voir par exemple un composé métallique je- euh, avec une stoichiométrie, par exemple 1, 2, qui va avoir un point de fusion très élevé, et ben, typiquement, du coup, on va avoir tendance à avoir le minimum qui va se décaler vers cette composition. Ouais, d'où le retour à ma première question, c'est que si on prenait en compte aussi les phases solides dans le modèle, peut-être on améliorerait aussi les phases liquides. Alors, c'est vrai, c'est une très bonne suggestion. On avait songé à prendre donc le convexol comme descripteur obtenu par des bases de données DFT. Et la raison pour laquelle on l'avait pas fait pardon, dans un premier temps, c'est qu'on avait
on avait un petit peu des doutes sur vu que ce modèle, on veut l'appliquer de manière systématique dans énormément de systèmes, on avait des doutes sur la manière dont la recherche avait été faite, par exemple, dans la base de données Materials Project, parce que je suis pas trop familier avec ce genre de base haut débit DFT. Donc, voilà, on n'avait pas appliqué ces cas-là de peur que dans certains systèmes, les calculs n'aient pas été faits systématiquement et que ça biaise les prédictions du modèle. D'accord. Et Pierre, Euh, oui, euh, merci Guillaume pour la présentation. C'était pour réagir à la remarque de Jean-Marc là sur les prédictions d'enthalpie de mélange dans le liquide. Par exemple, dans les descriptions CALFAD, le choix de mettre un associé dans certains systèmes où on ne peut pas mesurer l'enthalpie de mélange dans le liquide parce que c'est trop compliqué d'un point de vue expérimental. Des fois, c'est utilisé quand on voit un composé à très haut point de fusion avec un liquide juste très pincé autour. Donc là, on postule l'existence d'un ordre à court, enfin, d'une molécule dans le liquide qui ait les mêmes stoichiométries que le composé dans le solide. Et donc, ça veut dire, l'idée physique, c'est un peu que l'interaction, enfin, l'ordre d'accord-distance qui existe dans le solide persiste dans le liquide. Et donc, si c'est un composé A2B, par exemple, ça fait une asymétrie. Voilà, donc d'intégrer ces descripteurs dans ton modèle. Je ne sais pas si c'est des choses qui sont envisagées. Bon, mais après, souvent, on n'a pas de preuve directe de l'existence du composé quand il n'y a pas d'enthalpie de mélange en forme de V qui a été clairement mesurée, quoi. Mais je sais que c'est utilisé comme critère, quoi. Ben, merci beaucoup pour le commentaire. C'est justement en fait quelque chose c'est ce sur quoi travaille notamment Quentin Bizot en ce moment. Il essaye de regarder un petit peu ce genre de relation entre voilà, l'enthalpie de mélange des composés et puis la position du minimum. Donc c'est Et, envisagé. ok. Et par rapport à la remarque, enfin la toute première question de Jean-Marc, là où tu avais répondu en disant que le liquide avait une similarité avec BCC. Moi, je me serais attendu, enfin, naïvement, pour des atomes, si les atomes ont à peu près les mêmes tailles, que l'ordre à courte distance dans le liquide soit plutôt un type empilement compact, etc. Et que donc, finalement, intuitivement, j'aurais eu tendance à dire FCC, quoi, mais c'est peut-être pas le cas, et c'est peut-être un raisonnement beaucoup trop simple, mais enfin, le nombre moyen, quoi, de premiers voisins et tout ça, j'aurais eu tendance à trouver une similarité plus grande avec du FCC qu'avec du BCC, quoi. je ne Voilà. sais pas trop pourquoi, mais c'est l'approximation en effet qui est souvent retenue dans la communauté CALFAD. Peut-être ça vient au fait effectivement de mesure de nombre de coordination Ouais, dans le liquide, je en pense. liquide qui serait Parce que c'est de l'or. Ouais, plutôt similaire à la BCC qu'à des Ah ouais, empilements. d'accord. Ok. Ben, merci en tout cas. Alors, excuse-moi Pierre, du coup, j'ai pas entendu la fin de ton commentaire. Je viens de switcher du coup d'urgence sur un autre microphone parce que Non, mais on discutait. J'ai apporté un complément de réponse à ta place, justement, à merci. Pierre, concernant la coordination dans le liquide, qui était peut-être plus similaire à la BCC ce qu'on observe dans le D'accord. BCC que dans le FCC. Ok. Mais ça reste ce type d'approximation qui sont utilisées par tout le monde un peu trop sans savoir pourquoi et qu'on aura besoin effectivement de confirmation un peu plus approfondie. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on va remercier Guillaume de nouveau. Merci beaucoup. Je vous rappelle juste deux choses. Ne pas hésiter à adhérer à l'association pour ceux qui ne sont pas encore adhérents. Et pour ça, il faut contacter Pierre Benigni pour adhérer, pour les formalités d'adhésion. Et la deuxième chose, c'est d'annoncer le prochain webinaire qui aura lieu donc le 26 novembre. C'est un mardi, dans un mois à peu près, un peu plus d'un mois. Et il sera intitulé polymorphisme liquide,
Phénoménologie, règles thermodynamiques. Et c'est Frédéric Copin de l'Université Claude Bernard de Lyon qui présentera ce séminaire au titre tout à fait intriguant et intéressant. Voilà, je remercie tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement, transmettre à Olivier Dezelus qui mettra en ligne tout à fait prochainement le webinaire et vous pourrez le réécouter à la demande sur YouTube. Merci à tous. Au revoir. Merci, bon après-midi. Merci.